faire du monde. Allez, je commence déjà à activer le micro, mais je vois qu'il y en a déjà qui sont réactifs. Salut, salut. Qu'est-ce que ça signifie ça? Bas de poète. Bas de poète. Coucou Lenix. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de gens qui se ramènent, et puis de toute façon, enfin voilà, il est 25. On va peut-être attendre l'heure prévue en fait, surtout. On va attendre 20h30 ou alors qu'il y ait plus de personnes qui se ramènent. En fait, j'adore comment Rose elle est là et que. Genre, elle est présente, là dans la place. À la minute où on a lancé le live, elle est là. Ah bah elle était déjà là sur d'autres lives. Genre, ils sont pas pour mes beaux yeux. Je suis vexée. Coucou. Oh yes! Salut Alison! C'est bien parce que du coup tu me ramènes des gens que je ne connais Bah pas. oui, totalement, mais je ramène en fait toute ma fame sur ton live. Mais ouais. Ah ouais, du On coup. me dit que t'as des beaux yeux, et oui, je confirme. Mais ta gueule! Donc, du coup, les humains venaient? Ça veut dire quoi ça? C'est le nombre de vues en général sur le stream. Mais pas forcément que sur ce stream-là, sur la chaîne. Ok, d'accord. J'essaie de comprendre comment ça marche Twitch parce que j'ai même pas Twitch en fait. Du coup, je sais pas comment ça fonctionne. On est vraiment sur quelque chose de passionnant pour l'instant. Ah mais... Là, enfin, vraiment, ouais. de toute façon, mes lives... Enfin, c'est que le deuxième, mais mes lives commencent toujours par 5 minutes de chill. La prochaine fois, faudra que je trouve une musique à mettre en chill Une musique en d'ascenseur. attendant... Alors, qui est cette personne? Je ne sais pas. Mais bonjour. Ouais, on est d'accord, c'est un joli wallpaper de ouf. Plus, c'est absolument pas moi qui l'ai fait. Du coup, genre, je connais pas cette chaîne, mais c'est pas grave. Je squatte. Putain, je crois qu'il y a déjà plus de personnes là en 2 minutes qu'en 1h30 la dernière fois sur mon live. Oups. Mais que Le les gens titre viennent. m'intrigue. Ah, les pendules à l'heure. Effectivement, le titre intrigue, mais vous Moi, allez voir je pourquoi. sais même pas d'où elle le sort son titre en plus. Hein. Mais oui. Mais toi, tu sais de quoi on va parler ce Moi, soir. je sais de quoi on va parler ce soir, oui. Parce que c'est quand même une idée qu'on a eue ensemble, de base. Mm. Moi, je sais qu'on va être drôle, parce qu'on est des personnes pleines d'humour, pleines de fun. Bon, allez, on va passer sur le layout normal. Voilà, on est en live. Bonjour. Mais ouais, du coup, on part sur... déjà, voilà le pourquoi du comment. Donc voilà, donc... Coucou. Alors du coup, oui, donc le titre intrigue les pendules à l'heure parce que je me suis... Donc je me suis dit par rapport à l'expression remettre les pendules à l'heure, notamment parce que, en plus, blague avec horloge, tout ça, fan de Doctor Who, toi-même tu sais, et le fait que, voilà, mon live c'est à 20h30, donc c'est l'heure de mettre Ouais. les pendules à l'heure, et de remettre les pendules à l'heure par rapport à notre chère Académie française. L'Académie française. Voilà, c'est le... Toujours. Parce que, du coup, je te laisse expliquer si tu veux comment est-ce qu'on a eu l'idée de faire ça en stream. Ah, mais parce qu'en fait, c'est toujours très pertinent et que hier,
vu que on est des personnes qui dorment à 3 heures du mat, on n'était pas du tout hier en train de regarder le site de l'Académie française et de se taper des barres sur le fait que bah, c'est de la merde. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être marrant de le faire en stream, parce qu'en fait, on est super drôle et qu'on fait des réflexions super drôles dessus. Et que, genre, l'Académie française, ils sont cons de ouf. C'est de la merde. Non, mais c'est exactement ça. Alors, surtout que. Coucou, bonsoir, installe-toi, mets-toi à l'aise. Ah, ça, je crois que c'est encore une personne qui est venue de mon Twitter, ça. Donc, du coup, et donc, on a découvert. Enfin, si vous ne connaissez pas, mais je pense que, enfin, si la linguistique et tout ça, ça vous intéresse déjà un petit peu, pourquoi pas appeler le stream. L'Académie se fait démonter parce que je ne suis pas académicophile. Tu vois, faire l'amour à l'Académie française, non. Ça va, y a pas encore Lily pour te gêner sur ça. Mais du coup, ouais, non, c'est, enfin, si vous connaissez, donc si vous connaissez pas, foncez voir la chaîne de Linguisticae, enfin la chaîne Linguisticae qui est tenue par Monté. Qui avait fait une vidéo d'1h30 à peu près. Donc en gros, mettez-vous ça un peu comme l'émission du soir que vous regardez à la télé, ou si vous regardez la télé, et qui démontait point par point qu'est-ce que c'est l'Académie française et pourquoi c'est de la merde. Et notamment donc sur une section dire ne pas dire qu'on a décidé de reprendre là pour montrer que l'Académie française, ils ont mais aucune connaissance linguistique. Ah non, parce que globalement, la section dire ne pas dire, je vais spoiler un petit peu, hein, mais c'est basiquement, alors ça faut pas le dire, parce que nous sommes vieux et que nous on a décidé que ça marche pas comme ça. Il n'y a pas d'autre raison, mais machin truc de l'Académie française, parce que l'Académie française on a des gros cerveaux, et ben lui, il a dit qu'on disait comme ça. Donc on écoute machin truc. C'est quoi déjà le mot? Ce sont des pédantasses. Chips. Nous sommes vieux, c'est le passe-partout. Oui, exactement. Mais du coup, ouais, donc c'est faut savoir, l'Académie française, c'est un ensemble de personnes qui n'a aucune connaissance en linguistique, qui donnent tous ses avis par appel au bon sens, argument d'autorité, donc énormément de sophismes et de sophismes qui sont fallacieux. C'est vraiment, c'est la langue de Molière. Molière, une fois, il a écrit comme ça. Du coup, on va écrire comme ça. Et donc du coup, et le problème c'est que donc du coup c'est de l'anti-scientifisme. Et on est plus sur une approche prescriptive de la langue, alors que en linguistique on essaie beaucoup plus de faire une approche descriptive. Et en plus là, quand j'ai vu là l'annonce de en raison des circonstances, les effectifs du service du dictionnaire sont réduits pour les jours prochains, le service ne sera donc pas en mesure de répondre dans les conditions habituelles aux messages qui lui parviendront. Donc c'est bien, on fait ce live pour répondre, mais avec des arguments corrects. Yes. Nous avons à consulter les questions de langue, la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Je rappelle que cette édition date de 1935, ils ont toujours pas publié leur... Ils ont rien branlé depuis. C'est même pas qu'ils ont rien branlé. C'est qu'ils ont tellement rien branlé que ils ont confié ça à des... Enfin, ils ont sous-traité. Ils ont sous-traité à des gens pour le faire à leur place. Oui, mais... De toute façon, l'Académie française, c'est juste des vieux hommes politiques de droite qui sont là parce qu'ils sont de droite ou parce qu'ils sont nobles, l'un ou l'autre, en général les deux ensemble, et qui ont plein de thunes et qui se répartissent de la thune pour avoir encore plus de thunes. Donc genre voilà. De droite. Et donc du coup, mais c'est level d'incompétence ou de branlage de couilles. Oui, non, mais c'est exactement ça. Maintenant, je sais rien. Bonne question, mais le truc c'est que vu que ça date depuis 1935, ça veut dire que voilà, enfin, comme disait Monté, hein, t'as au minimum 2 générations qui s'étalent sur les définitions du dictionnaire. Imagine, ils sont pas d'accord avec les générations d'avant, du coup ils refont tout. Ah bah non, c'est vrai, ils sont totalement d'accord parce que ça va, si c'était dit il y a 200 ans, c'est que c'est toujours juste, forcément. J'avais oublié. Alors du coup, je sais pas ce que c'est la section bloc-notes, au pire on la regardera un peu en fin de live. Mais du coup, entre emploi fautif, extension de sens abusif, néologisme et anglicisme, bonheur et surprise, est-ce que
vous avez une préférence pour commencer le live? Allez, On vous laisse choisir. on vous laisse choisir. Dans tous les cas, ce sera des pépites. Ah oui, non, mais Forcément. bonheur et Néologisme surprise. anglicisme et bonheur et surprise. Donc on a les deux. Pour l'instant, on a bonheur et surprise. Ah, c'est vrai que pour l'instant, les trucs qu'on avait vus sur bonheur et surprise, ils étaient bien perchés. Ouais, mais en même temps, c'est bonheur et surprise, c'est super long aussi. Oui, c'est vrai. C'est Bah, vraiment, ouais. Mais c'est notamment dans bonheur et surprise qu'on a appris pédantas et oui, ça partait une d'où pédanterie. déjà Pédantas, il partait d'où? Ah oui, va donc, et pédard. Oui, c'est ça. Oui, parce que... Les surprises, allez. Eh ben, les surprises. Allez, c'est parti pour bonheur et surprise. Donc voilà, donc déjà ne pas dire avec le ne pas en gros en rouge. C'est très important. On ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas. Voilà, donc alors je vais pas forcément le refaire celui-là parce que nous on l'a fait. Oh coucou Angor. Mais si ça respecte très bien le confinement, on est confinés à 2. On est confinés ensemble, mais on est confinés. Tout va bien. On a le droit. Angor, c'est le mec de Kujap sur Ouais, qui vous ouais. des blagues l'autre jour. Ok. Tu Tu t'es fait bully à Kujap une fois, quand j'étais là, et t'étais pas là. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais tranquille, hein. Bref. Donc du coup, donc celui sur l'estuaire, on va peut-être pas le refaire parce qu'on a déjà bien ragé hier. Ouais. On va peut-être en faire juste un résumé parce qu'en gros, voilà, vous voyez tout ce texte. Donc en gros, on est sur, ils partent du texte de Jacques Brel, donc le lion, hein, au-delà du fleuve qui bouillonne, appelle la lionne. Alors certes, on a je sais plus quelle figure de style, hein, puisque je rappelle, hein, j'ai pas fait elle, moi. Ouais, moi j'ai fait elle, mais j'ai zappé. Et donc du coup, écoute, ouais, non, ça va. Franchement, ça va. Ça va, Transgame. Et toi, comment vas-tu? Donc du coup, un chiasme. Est-ce que c'est un chiasme? Non. Je sais pas si c'est un chiasme, mais enfin, on a quand même, enfin, il y a quand même une métaphore et une opposition entre le champ lexical du fleuve qui est c'est ce que j'avais dit, beaucoup plus calme, beaucoup plus aquatique, et bouillonne qui fait beaucoup plus penser à quelque chose du feu, de la chaleur, etc. Et Ce qu'ils amènent plus tard dans... Genre là, c'est de l'astrologie de la linguistique, à peu près. C'est exactement ça. Lion appelle, chante, lionne. Ah, peut-être, oui. Ah, mais oui, Corny, c'est une amie de Kerbo, c'est pour ça que je la connais. D'accord. Et donc, du coup... Alors du coup, donc ils partent sur l'étymologie de estuaire. On se dit bon, ça part pas trop mal, hein. Estuaire donc emprunté du latin aestuarium, un dérivé de aestus, grande chaleur, ardeur, feu, puis agitation de la mer, bouillonnement des flots, et enfin bouillonnement des passions. Alors déjà là, c'est cohérent. C'est cohérent, mais on part quand même dans le lyrisme, hein. On part. Oui, non mais c'est quand même. Regardez, nous avons un gros cerveau, mais ça va, c'est un gros cerveau cohérent. Le reste. C'est de la branlette intellectuelle. C'est ça, parce que le reste du truc, c'est on part sur de quoi le mot aestus qu'est-ce que le mot aestus a amené en dérivation, et en sachant que il y a quand même un truc qui pour moi était plus logique niveau étymologie, hein, c'est ce que j'avais déjà présenté dans un tweet juste avant. C'était le fait que dans estuaire, on retrouve la même base de racine que dans estomac, qui est cogna avec os oris en latin, qui veut dire la bouche. Quand on sait que l'estuaire c'est l'embouchure d'un fleuve, ça me semblait pas complètement incohérent. Mais effectivement, alors on a vérifié, et effectivement, il semble que estuaire, effectivement, c'est aestuarium et dérivé de aestus. Mais donc du coup après voilà, c'est de la branlette intellectuelle, et il y a un moment où il part sur le fait qu'il vaut mieux dire éthiopien que éthiopique. Non, à l'inverse, il faut mieux dire éthiopique que éthiopien, parce que 2 académiciens ont fait des textes dans lesquels ils utilisent éthiopique. Et vraiment ça, c'est représentatif de l'Académie française. Toute l'Académie française pense comme ça. Comme ça. Enfin, si, il y a beaucoup de pas, mais...
Les gens de droite. Voilà, et donc le Vadon qui est pédard, qui, euh, qui était magnifique, je pense. Faut quand même remarquer le fait qu'on peut utiliser des mots tels que pédantasse et que à partir de maintenant, j'ai décidé que j'allais traiter les gens de pédantasse. Hein. Voilà, Ça alors, va très bien. donc voilà, un pédantasse, un mot donc qui désigne familièrement, particulièrement, non c'est gros, lourd, pédant, et une pédantaille, c'est un ramassis de pédants. Donc, vous pourrez dire à partir de ce soir que l'Académie française est une pédantaille, C'est voire tout à même fait une grosse pédantaille. grosse pédantaille. Et du coup, bah, tu dis ce que tu veux, parce qu'en fait, c'est un peu le principe d'une langue, c'est que si tu penses que tu peux l'utiliser, bah, à ce moment-là, utilise-le. En fait, c'est ça, c'est part du principe que la section dire ne pas dire de l'Académie. C'est de la merde. Alors, d'une, c'est de la merde, mais il faut expliquer pourquoi c'est de la merde. L'Académie française part du principe que la langue est prescriptive, c'est-à-dire que tu as une norme que eux imposent, et tout ce qui sort de cette norme, c'est faux, c'est une erreur, c'est incorrect. Donc c'est par exemple le fait de ne pas utiliser le ne pour faire la négation, et d'utiliser uniquement le pas, et de ne pas faire l'inversion sujet-verbe pour construire pour construire ta question. Le fait, c'est que en linguistique, donc dans la science, on va avoir une approche qui est plutôt descriptive, c'est-à-dire on va voir que effectivement il y a potentiellement une norme qui est mise par les élites, ou en tout cas par un organisme qui régule ça. Et par contre, le côté descriptif, c'est on n'omet pas le fait que c'est une vision de la langue, mais qu'il y en a d'autres qui existent, notamment des différences régionales, des différences sociales. Donc ça, c'est les régiolectes, les idiolectes, les sociolectes. Et donc notamment le fait que pratiquement plus personne aujourd'hui n'utilise le ne pour former la négation en ne pas. Attention, c'est seulement dans la langue orale qui est relâchée. Exactement, et donc du coup voilà, et c'est pour ça qu'il y a une grosse opposition entre l'académie, son comportement pas du tout scientifique et son prescriptivisme, et les gens intelligents qui font du descriptivisme et qui essayent d'étudier un peu la langue comme il faut. J'aime bien comment elle vient quand même de se placer en personne intelligente. Voilà. Perso, je sais que c'est du caca et que chaque personne a son français, enfin je m'y connais pas beaucoup et je l'ai sûrement mal formulé, mais voilà. Je voulais savoir par rapport à celle de l'élite, vous voulez décider pour nous. Bah du coup, l'élite, ils ont dit que c'était éthiopique, et leur argument, c'est que, vu que nous, on a toujours dit éthiopique, on dit éthiopique. Voilà, c'est tout. Oh, une Lily. Je suis en train de regarder des vaches en même temps, mais je suis là, je vous aime. Eh ben nous aussi, on Nous t'aime, aussi, Lily. on t'aime, je t'aime, fort. Il y a Rose qui est en train de galérer avec sa connexion. Ça va aller, Rose, t'inquiète pas. Mais voilà, et donc si jamais si jamais ça peut vous donner une idée de à quel point l'académie c'est de la merde, c'est tout cela nous amène au pédant dont on nous dit après avoir désigné un professeur, il désigne celui qui affecte de paraître savant ou de censurer les autres. Diable, diable, il convient de s'interroger. Dire ne pas dire, qui s'est donné pour tâche de signaler des formes fautives, serait-il œuvre de pédant? Oui, totalement. Mais ça, je pense qu'on va le voir du coup avec le prochain. Le prochain dire ne pas dire, enfin le prochain bonheur et surprise, parce que celui-là, on l'a pas vu. Ferdinand et Ferdinand, passé composé, est plus que parfait. La première phase de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Alors déjà, j'aime pas Céline, mais ça, c'est purement personnel. Mais c'est un avis purement personnel. Ça a débuté comme ça, est un des incipits les plus fameux de la littérature française. On lit ensuite, moi, j'avais jamais rien dit. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qui me dit rentrons. Je rentre avec lui, voilà. On trouve dans ce texte, nonobstant une grande différence de style, alors, habituez-vous à voir des jugements de valeur et des formules hyperboliques partout. Ils sont à peu près aussi subjectifs que nous vis-à-vis d'eux, en fait. Exactement. Genre, mon c'est de la merde, c'est à peu près ce que eux ils pensent de la moitié de la langue française. Et ils le disent bien. Ils le montrent bien. C'est ça, c'est. Si, c'est le gros facho, Céline. Si. Mais du coup, mais en gros, c'est. Enfin, je suis plus ou moins sûr que tu présentes ça
Enfin, tu écris ça dans une copie de français ou de philo, mais tu te fais défoncer. De quoi Parce que tu... Ah ouais. Ouais, c'est ce qui m'est Parce que arrivé. tu donnes ton avis. Ouais, je vais pas retourner sur le sel, mais Non, mais c'est si tu veux faire de l'anecdote sur, de l'anecdote de sur le Vinny, fait que je déteste Vinny parce que Vinny, il m'a niqué 2 fois sur 2 examens différents. Il m'a niqué sur mon bac et il m'a niqué sur mon premier partiel de l'année dernière parce que c'est un gros con qui écrit de la merde et en plus il était académicien. voilà, on a vu hier qu'il était académicien, donc t'étais Mais encore ouais. très très heureux. Ouais, je suis hyper contente que Vinny soit académicien, ça me donne des raisons de plus de le haïr. Et ouais, une fois j'ai été forcée d'écrire un commentaire de Vinny. Et Vinny, bah, c'est de la merde. Et je l'ai un peu trop dit dans ma copie. Et du coup, je me suis fait défoncer et j'ai pas eu mon partiel. Voilà. Oh, coucou Carbo, je t'avais pas vu. Ça va? Oh, il y a Carbo, attends, j'ai pas Ouais, vu. là. Oh, hello. T'as vu, on existe sur le même plan de réalité du coup. C'est cool, hein. Alors du coup, on retrouve dans ce Tectonops une grande différence de style, les échos d'un roman paru 6 ans plus tôt, La Grande Peur dans les montagnes, de l'autre Ferdinand de la littérature francophone, Charles Ferdinand Ramuse. J'ai jamais entendu parler. Moi non plus. Dans un des premiers chapitres, il écrit « La voix, quand elle est venue, leur est venue depuis derrière. Ils n'ont reconnu que c'était Barthélemy qu'à savoir, on disait « Vous n'avez rien entendu cette nuit. » Hein? Mais c'est quoi l'intérêt de ce qu'ils ont écrit? Oh, je suis sûre qu'il est académicien. Est-ce que Charles Ferdinand Ramuse est académicien? Cherchons Charles Ferdinand Ramuse. J'espère qu'il était académicien. Tuc, tuc, tuc. Il en a même pas l'air. Putain, il était pas académicien. Waouh! L'Académie française est capable de citer quelqu'un qui n'était pas académicien. C'est impressionnant. Ouais, non, il était pas académicien. Je sais pas si Carbo a dit que Vinny c'est de la merde parce que je l'ai dit ou parce qu'elle le pense aussi, mais si tu le penses aussi, je suis d'accord avec toi. Et c'est Azur à droite. C'est moi Azur. Je sais pas si je suis à droite ou à gauche parce que je suis plutôt à gauche de base. Mais ouais. Salut. Ouais, sur le rendu, t'as pas ouais, non. à droite. Pourquoi je suis à droite? Parce que c'est pas un miroir, donc il faut Oui, non, imaginer mais que l'image juste, elle je suis pas à droite, c'est pas possible ça. Ça fonctionne pas comme ça. Mais donc du coup, passé composé est plus que parfait. Je déborde du cadre. Mais c'est parce qu'elle prend toute la place aussi. Oh merde, hein. Alors, pourquoi M et non N devant M, B et P? Alors, ça, déjà, sans lire pour l'instant le truc, il y a une explication très simple au pourquoi M devant N, B et non N devant M, B et P. Une explication qui est purement phonétique. Mais non, on n'est pas trop chou. Ah, prout. Non, c'est faux. Okay. Donc, le M qui vient devant M, B et P, il vient d'une mutation consonantique du N, puisque à la base, c'était un N qui était utilisé, notamment quand vous regardez tout ce qui est genre impossible, immatériel, etc. Le IM qui a là, c'est un suffixe c'est un préfixe qui est privatif. Donc c'est le IN latin. Donc c'est par exemple dérivé de in possible ou de in materialis. Le seul truc, c'est que même si elle s'appelle pas comme ça, en linguistique, on a ce qui s'appelle la loi du moindre effort, mais même qui s'appelle la loi du moindre effort articulatoire. Et donc c'est en gros, si on peut se contenter d'avoir le moins d'efforts à produire avec l'appareil vocal, on va le faire. Et donc c'est... Sauf l'Académie française. Non, mais même, puisque ça c'est une mutation qui arrive oralement tout le temps. Je suis sûre qu'ils sont capables de se casser le cul à prononcer un truc imprononçable juste parce qu'il faut le prononcer comme ça. Je suis sûre. Non, puisqu'ils pourront pas prononcer absent avec un B. Par exemple, tu dis transgame, tu dis je comprends pas. Par exemple, vous prenez par exemple le mot absent. Le B il se prononce peu. Pour une raison à peu près logique. Enfin, quand on étudie un peu
les règles de phonotactique, c'est que vous ne pouvez pas avoir une consonne voisée, donc qui fait vibrer les cordes vocales comme B, et une consonne dévoisée, donc qui ne fait pas vibrer les cordes vocales comme S, qui se... Bisous Lily. Bisous Lily. Qui se colle. C'est exactement comme cheval. Donc cheval qui se prononce cheval si on fait tomber le E caduc parce que tu peux pas avoir che et ve l'un à côté de l'autre. Donc soit les deux se dévoisent et donc on a cheval, soit les deux se voisent et on a cheval ou je veux. Et donc du coup, ce principe est le même, c'est que le N, le son ne est dental, donc il se fait au niveau avec la langue au niveau des dents, alors que le son me est labial. Oui, c'est moi qui avais fait un thread là-dessus. Et donc le son me est labial, donc il se fait au niveau des lèvres. Et le truc c'est que me, be et pe sont aussi des sons labiaux. Et donc du coup on va avoir le son ne qui va passer de dental à labial, donc il va avancer dans la bouche pour être beaucoup plus près du son qui va être produit après. Donc c'est notamment ce qui fait qu'en anglais on a impossible et non pas impossible. Et à une époque où en français on prononçait encore, on n'avait pas encore complètement ingurgité les consonnes nasales dans la voyelle pour en faire une voyelle nasale, donc on avait des impossibles, enfin qui devaient se prononcer quelque chose comme ça, hein. Je suis pas non plus experte en le français du Moyen-Âge. Mais donc du coup c'est pour ça, et donc vu que ensuite on a eu les modifications au niveau des voyelles qu'on connaît, donc l'apparition des voyelles nasales, donc IM qui est devenu 1, c'est devenu impossible, ou la immatérielle si on a les deux M, mais c'est voilà, on a cette règle là. Et pour ça qu'on dit vache plutôt que cheveux? Ouais, en partie. Ouais, peut-être, et je pense que c'est le M de impossible s'entend encore un peu, non. Impossible, non, en français en tout cas, il a complètement disparu. Puisqu'il a été complètement absorbé dans le i qui précédait pour faire En son. anglais, on l'entend. En anglais, par contre, on l'entend, et c'est justement ça où on peut remarquer le fait que en anglais, vu que t'as pas de voyelle nasale, et vu que t'as pas eu cette assimilation, tu as cette rétractation, je vais y arriver, du ne en me qui est encore visible. Du coup, le M et non N devant le M, le B, le P. Alors, on reproche souvent à la langue française le décalage qu'il existe entre l'oral et la transcription de ce dernier. On lui reproche aussi cette règle qui semble arbitraire. Alors, à partir d'un principe, c'est une règle de base, le plus souvent c'est arbitraire. Il y a des exceptions quand même. Hein. L'exception qui confirme la règle. Exactement, c'est pour ça qu'on dit qu'en français, l'exception confirme la règle. Mais le plus souvent quand on a des exceptions, c'est que on avait un paradigme qui existait avant, que certains mots ont changé de paradigme, que d'autres non, et ces mots sont devenus les exceptions. Donc parmi ces dernières, celle qui veut que la lettre N soit changée en M devant un M, un B ou un P, appelée la règle MBP, ou chez les plus jeunes, un nom de footballeur devenant moyen mémotechnique, la règle Mbappé. Or, il se trouve que cette règle est l'héritage d'un temps où justement l'orthographe était la suivante fidèle de la prononciation, et ça devrait être le cas. Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois que tu as des langues comme l'allemand ou l'italien, surtout. Mais après, qui s'explique, l'allemand et l'italien qui s'expliquent par l'histoire du pays. Oui. Parce que c'est des pays qui se sont formés que très récemment, sur les temps historiques. À partir de plein de petits morceaux de puzzle. C'est ça, l'unification de l'Italie, je crois que c'est 1870, et celle de l'Allemagne 1871. Et donc, c'est des pays qui ont eu besoin d'un standard, d'une langue standard à l'échelle d'un pays, que très tardivement. Donc, c'est des langues qui ont eu une orthographe posée beaucoup plus tardivement que par exemple le français ou l'anglais, qui ont eu des orthographes posées au 15e. Et qui ont juste exporté leur orthographe dans plein de colonies diverses et variées, très loin, parce que c'est des connards, mais bref. C'est ça. Donc ces trois lettres M, B et P sont des labiales, c'est-à-dire qu'elles sont articulées au niveau des lèvres, tandis que N est une dentale. L'une est au niveau des dents. Et pour l'instant, ils disent pas trop de conneries. Franchement, ça me paraît juste.
Donc, dans la chaîne parlée, passer d'une dentale à une labiale demande un certain effort dont on se dispense en transformant cette dentale en une labiale équivalente, ainsi N devient M. Oui. C'est la loi du moindre effort articulatoire. L'assimilation régressive a bien sûr touché aussi le latin et le grec, auxquels nous sommes redevables de nombre de nos mots. Alors, beaucoup plus le latin que le grec, parce qu'encore une fois, le français descend du latin, mais pas du grec. Mais ça, Le français a pioché dans le grec pour faire le gros cerveau. c'est ça. Très important, le gros cerveau. Le latin a aussi pioché dans le grec pour faire gros cerveau. Oui, aussi, mais c'est encore... de façon encore plus conne, le français, on va dire. Donc voilà, indolence, qui ne souffre pas, indolent, est composé de in et dolens, souffrant. Infamis, perdu d'honneur, qui a donné à partir de in et fama, ou innocence. Donc, voilà. Donc là, il rappelle la règle du in privatif, ou du in qui indique que ça se passe dans. Immortalis, donc voilà, c'est de ce dont on parlait. Imbibere, donc imbiber. Impedire, empêcher. Et voilà. La langue grecque connue elle aussi ce phénomène. Le préfixe sun avec ensemble passé à sin en français. L'on retrouve dans des mots comme synchronie, tiré de chronos, ou syntaxe, tiré de taxis hors d'arrangement. Donc symbiose, symphonie, symétrie, que l'on a écrit symétrie jusqu'au XVIIIe siècle, tiré de métrone mesure. Ce qui m'étonne en linguistique, c'est la disparition de certains mots sans vraie raison, genre le mot adamant, qui existe en anglais, qui existe en français. Alors, les mots qui disparaissent dans certaines langues et pas dans d'autres, c'est tout simple, c'est l'usage qui les fait disparaître. Notamment quand tu regardes que le mot convénient, qui pourrait passer pour un anglicisme et qui en est un actuellement, c'est un mot qui existait en français. Il y a l'ombre adamant dans Pokémon Diamant. Oui, effectivement, bon. Mais t'as énormément de mots comme ça. Donc par exemple, convénient, qui est l'inverse de inconvénient, qui devrait exister en français selon les règles de base, mais qui est tombé en désuétude parce que il était plus du tout utilisé, alors qu'en anglais, il s'est conservé. Mais il n'est pas dans le dico, si je me rappelle bien, et ça m'a choqué. Le fait qu'un mot soit dans le dico, soit pas dans le dico, ça veut pas forcément dire qu'il existe. Le dico, c'est arbitraire, hein, quand même, pas mal. Puisque c'est encore très prescriptif, en fait. C'est encore très prescriptif, même si, vu qu'il y a plusieurs dicos, il y a plusieurs normes basées sur plusieurs usages. Ouais. Et si jamais vous voulez un argument, alors qui a l'air faible comme ça, mais ce qui se base quand même un peu sur la base de justement l'usage, c'est les gens qui vous disent c'est pas dans le dico donc ça n'existe pas. Un mot existe à partir du moment où il est utilisé. C'est la base du néologisme. C'est les mots tweet, hashtag, ils n'ont pas attendu d'entrer dans le dictionnaire pour exister. Comme tous les mots finalement qui vont être du verlan ou quoi, qui sont quasiment pas dans le dico, mais tout le monde les comprend en fait. Ils existent. On peut pas juste dire non, ça n'existe pas. Le dico peut pas lister tous les mots. Genre, je vois pas comment ça peut être possible de mettre tout ça dans un livre qui resterait utilisable. Genre Adelphes, exactement. Adelphes, donc, dérivé de Adelphos en grec, qui veut dire frère. Et donc, du coup, donc effectivement, qu'on a récupéré en français pour en tirer un autre sens, qui est de frère, sœur, voilà, c'est l'équivalent du siblings en anglais ou de Geschwister, comme tu dis en allemand. Qui est donc les membres d'une. C'est là où on voit aussi qu'on a toujours une langue assez genrée, mais qu'on pourrait dire les membres d'une fratrie. Ouais. Même si, Adelphi n'est pas encore trop utilisé, je le vois pas encore trop. Non. Mais c'est plus classe que frère en plus. Oui.
C'est tant dommage parce que c'est carrément plus rapide que frère et sœur et c'est moins binaire. Oui. Exactement. Et c'est un peu le problème parce que donc là, bonheur et surprise, il y a pas trop d'exemples de dire ne pas dire. Je pense qu'on ira sur un autre onglet après où on verra vraiment le dire ne pas dire. Et c'est là où on voit qu'il y a dans leur dire ne pas dire, le plus souvent ils proposent de remplacer des mots qu'ils aiment pas par des périphrases qui sont hyper longues, et c'est justement l'intérêt des néologismes, c'est synthétiser. Oui. Frère et sœur, ça prend 3 mots, Adèle, ça en prend un. Les académiciens devraient être contents, pourtant on a conservé le PH pour signifier que c'est d'origine grecque. Ils devraient être contents. On aurait pu écrire A-D-E-L-F-E. Et le truc, par contre, mais faut pas le dire aux académiciens, hein, mais la plupart des personnes qui étudient le grec et qui ont besoin de romaniser le grec, la lettre phi la romanise F parce que ça représente ce son-là. Ils vont pas se faire chier. À la limite, ça sert à que dalle. À la limite, en grec ancien, que tu la romanises PH, oui, parce que ça représentait le son P, qui a dérivé vers Fe et vers Fe. Mais aujourd'hui, vu que c'est le son... Ça sert absolument à rien d'avoir deux graphèmes différents pour le même son. C'est ça. Oh, Balzac. J'aime presque autant Balzac que Vigny. Presque. Ajoutons pour conclure qu'on a aussi fait la même inverse. Le préfixe latin cum avec, que l'on trouve sous la forme comme en français, s'il est maintenu dans les formes combat, commettre ou comparaître, est passé à con dans concéder, conduire, conférer, congratuler, conjurer, connaître, conquérir, consacrer, contenir ou convoquer, ou même à col ou corps, dans collègue ou correspondre. Alors le fait c'est exactement c'est exactement la même logique, mais dans l'autre sens. Le M, donc on a dit, est bilabial, alors que là les consonnes, en tout cas les sons consonantiques qu'on vous cite, donc ce, de, feu encore, ça se discute. Par exemple, puisqu'on a par exemple symphonie avec un M, donc ça pourrait se discuter que le son feu passe du M au N. Mais ge, je, etc. On a du coup un recul cette fois dans la bouche, et donc du coup on passe de me à ne, et pour passer de me à le ou à re, c'est un phénomène qui s'appelle l'amanisation, je crois, faudra que je vérifie, et pour le R c'est la rotisation. Et donc c'est tout simplement un son qui mute pour donner soit un L soit un R. Donc comme en latin, par exemple, floss, qui veut dire fleur, qui a dérivé au génitif pour donner floris. Et c'est notamment de ce génitif qu'on a notre fleur. D'ailleurs, surtout que c'est pareil. Oui, c'est pareil avec Q et K. Non, oui, le Q en français... alors déjà, il faut savoir que le Q en latin n'était utilisé que dans le digramme QU pour noter le son quoi, et que même le K n'était utilisé que dans certains mots du latin archaïque, du genre kalendae ou kaelum, qui se sont vus réattribuer un C ensuite, puisque on a calendrier et ciel avec un C aujourd'hui. Mm-hmm. Mais il faut savoir que ces deux lettres qui en plus ont été empruntées respectivement à l'étrusque et au grec, et que de base en latin, le son que il était noté par la lettre C. Surtout que le PH ne sert pas à différencier deux homonymes, enfin il n'y a pas d'exemple de deux mots qui s'écrivent de la même façon avec la différence de F et PH. Ah non, ça sert juste à faire un gros cerveau. Non, le PH, en fait, et c'est notamment ça qui fait qu'il y a énormément de gens qui protestent contre le nénuphar avec un F, alors que il avait aucune logique d'avoir un PH, parce que PH, dans la logique de la norme de l'Académie française, le PH sert à noter les étymons grecs. Et nénuphar, ça dérive du sanskrit par l'intermédiaire de l'arabe, c'est jamais passé par le grec. D'ailleurs, en gallifréen, le son que s'écrit que d'une seule manière, et je trouve ça pas con. Ouais. Tu me parles de gallifréen, c'est bon, elle est contente. Après, il y a un truc que j'aime pas avec l'écriture gallifréenne, c'est que c'est basé sur la phonotactique de l'anglais et sur la phonétique de l'anglais,
et que de base on ne sait pas vu que le Tardis traduit tout, on ne sait pas quelle est la prononciation, quelles sont les voyelles et les consonnes qui existent en gallifréen, et donc quelles sont les consonnes et les voyelles qu'ils devraient écrire avec leur système d'écriture. C'est le seul problème que j'ai avec ça, c'est plus une stylisation d'un alphabet roman qu'un vrai alphabet pour une langue. Je sais pas comment il y a tout le monde qui est paumé aussi, comme moi. Le gallifréen, c'est un truc de Doctor Who. C'est genre, je crois, c'est la langue du docteur, je crois. Ouais. Enfin, c'est Voilà. Enfin, c'est un truc de Doctor Who. C'est une famille de langues dans Doctor Who qui est parlée sur Gallifrey par les Seigneurs du Temps. Ouais. Il y a le vieux T'as vu, j'ai gallifréen, presque compris. Hein. le gallifréen moderne, le gallifréen au niveau de l'orthographe, le gallifréen circulaire, etc., etc. Je crois qu'il y a fantasme, mais je sais pas. Il me semblerait que ça a le même sens, je sais pas. J'ai jamais vu avec PH. Alors, c'est fantasme et fantasme. Il me semble que la différence entre celui avec F et celui avec PH, c'est t'en as un qui est le sens imagé, donc un fantasme, une obsession, quelque chose, et fantasme comme un fantôme, quelque chose de fantasmagorique. Et je crois que c'est la seule. C'est effectivement, c'est un doublé avec FPH, mais qui personnellement pourrait se déduire du contexte si on se débarrassait du PH en français. D'ailleurs, Azure, tu te mets quand à Doctor Who Joker PH, c'est un fantasme inconscient, je crois. Je valide cette blague. Non, mais je mettrais à Doctor Who quand quand elle, et puis Rose aussi, et puis peut-être Jojo, j'en sais rien. Quand les gens s'organiseront pour me mettre Doctor Who devant le nez et que je regarderai. Alors, j'aime pas Balzac. Boulevard à Pierre des difficultés de la langue française. Aujourd'hui, c'est Balzac qui nous offre son concours. Dans les premières pages des Chouans, il se fait précurseur de la rubrique Bonheur et surprise de la langue et nous propose un cours exposé sur l'origine du nom gars. Le mot gars, que l'on prononce gars, pourquoi utiliser des systèmes de... Les DVD d'Alice, t'as pas d'excuses. Prout. Alors, est un débris de langue déjà un débris de la langue celtique. On peut pas dire un emprunt ou un substrat, non, c'est un débris. On parle de Balzac. Et Balzac, c'est de la merde. Ouais, certes. Il a passé du bas breton dans le français et ce mot est dans notre langue actuelle celui qui contient le plus de souvenirs antiques. Le Geist était l'armée principale des Gaëls ou Gaulois. Geist signifiait armée. Geist, bravoure. Gas, force. Ces rapprochements prouvent la parenté entre le mot gars avec ses expressions de la langue de nos ancêtres. Ah oui, c'est vrai, nos ancêtres les Gaulois. Ce mot a de l'analogie avec le mot latin vir, l'homme, racine virtus, force, courage, qui a donné vertu et viril, hein, comme quoi le patriarcat. Le patriarcat. Cette dissertation servira peut-être à réhabiliter dans l'esprit de quelques personnes les mots gars, garçon, garçonnette, garce, garcette. Alors, à savoir que à l'époque de Balzac, garce n'avait pas encore complètement pris son sens péjoratif qu'il a aujourd'hui. C'était juste le féminin de gars. Mais le patriarcat, tous les mots féminins qui viennent à l'origine d'un mot masculin ont pris des sens de merde. Est-ce que tu as les épisodes spéciaux d'ailleurs? Je sais que ça cherche, mais je dois savoir. Alors, j'ai les épisodes spéciaux de 2010, ceux entre la saison 4 et la saison 5. J'ai l'épisode spécial des 50 ans et l'épisode de Noël avant la saison 8. Et j'ai tous les épisodes de Noël qui n'ont pas été distribués en France. Donc, voilà, donc garçon, garçonnette, garce, garcette, généralement proscrit du discours comme malséant, mais dont l'origine est si guerrière et qui se montreront ça et là dans le cours de cette histoire. C'est une fameuse garce, c'est une éloge peu compris que recueillit Madame de Staël dans un petit canton du Vendômois où elle passa quelques jours d'exil. Les parties de cette province, la Bretagne, où de nos jours encore la vie sauvage et l'esprit superstitieux de nos rudes aïeux sont restés, pour ainsi dire flagrant, se nomme le pays des gars.
Re-Lily. Oui, recoucou Lily. L'étymologie que propose Balzac n'est plus retenue aujourd'hui, mais il y a quelques excuses. D'une part, il ne disposait pas des outils qui sont maintenant à notre disposition. Alors, à la disposition de nous, c'est qui? C'est le nous inclusif, donc c'est-à-dire tout le monde, dont les scientifiques, ou c'est le nous exclusif, donc juste l'académie? Parce que je crois pas qu'ils ont les outils, en fait, vu ce qu'ils font. Alors... Peut-être que c'est un nous, les linguistes, mais ils n'ont pas compris qu'ils sont pas linguistes. C'est ça. D'autre part, comme l'écrit Littré à propos de garçon dans son dictionnaire de la langue française, il s'agit d'un mot très difficile. Si t'enlèves la dit, ça fait garcon en plus. Et garocon, ma fille. Garocon. Ce dernier en propose cependant une étymologie empruntée au philologue allemand Dies, qui avait remarqué dans le patois milanais garçon, désigner une espèce de chardon. Il a donc conclu que c'était le même mot dérivé de cardus, chardon, qu'il rapprochait de l'italien guarzolo, cœur de chou, et du milanais garzao, bouton. Dies supposait en effet qu'un jeune garçon était appelé par métaphore un bouton, un cœur de chou, c'est-à-dire un être non encore développé. On retiendra avec plaisir de cette partie de l'exposé que, sinon les garçons eux-mêmes, le mot garçon semble être bien sorti d'un chou. Les 6. Donne-moi, j'ai besoin d'oublier, donne-moi à boire s'il te plaît. Alors, Military ajoute que dans l'état de la question, on ne peut abandonner l'hypothèse d'une origine celtique en rapport avec garçon du bas breton guer, vierge, jeune fille. Alors, guer, en plus, il me semble que étymologiquement, c'est lié à Gwen dans les langues celtiques, qui est lié à Guné ou Gyné en grec, donc gynécologie, etc. Donc, il y a un rapport avec la femme, et qui est également cogna avec Quen en ancien anglais, qui donne Queen. Donc là, on est sur un... Gwen de jambon. Gwen, je suis sûr, ça a donné Gwyn. Il y a peut-être moyen. En vrai, je pense. On pourrait vérifier. Franchement, j'ai envie de savoir l'étymologie de Gwyn. Eh ben écoute, on va faire une pause sur l'article et on va regarder Gwyn étymologie. Comme Spider-Gwen, oui. Mais Gwen, c'est un prénom. C'est un En vrai, j'aime bien comment la meuf de Spider-Man, elle s'appelle vraiment meuf. Mot normand, dérivé de goïm, non-juif chrétien. Étymement discuté et inconnu, d'accord. Ce mot de la reine goïm. Alors, coureuse, femme de mauvaise vie. Sexualité lesbienne, selon le contexte, une insulte lesbophobe le plus souvent ou une revendication d'identité sexuelle lesbienne. À la reine Goïm. À rapprocher avec le gaélique koiné, femme, de l'anglais queen, donc on a dit quen de base, reine, qui trompait son mari et le fait périr pour fuir avec son amant. Bah écoute, donc, ça a l'air. Peut-être synonyme goudou, le fameux goudou-ragan. Infla, coucou. Spider-Gwyn. Comme quoi, entre Gwyn et une queen, il n'y a qu'un pas. Mais oui. Totalement. Comme entre queer et queen. Hein. Totalement, aussi. Garçon n'a pas plus que garce par soi un mauvais sens. Pourtant, il y eut un temps dans le Moyen-Âge où il prit une acceptation très défavorable et devient une grosse injure signifiant coquin, lâche. Aujourd'hui, il ne s'y étiage plus rien de pareil et c'est garce qui seul est tombé très bas. On se demande pourquoi. C'est ça, et vraiment il est tombé tout seul. Attention, c'est pas du tout la faute des hommes, c'est tout seul. Il y a un œuf à Queen King d'ailleurs, Monarch. Le concept du live, c'est qu'on est sur le site de l'Académie française qui essaie d'expliquer avec leur gros cerveau d'hommes politiques de droite qui sont pas du tout linguistes, qu'est-ce qu'on est censé dire et qu'est-ce qu'on doit pas dire. Et du coup, bah on se fout un peu de leur gueule. Et c'est très drôle. Voilà. Et donc du coup, de nos jours, l'état de la science de nos connaissances invite plutôt à rapprocher garçon du francique vrachio, vagabond. Nos connaissances, genre ils en ont.
Mais si ce mot nous intéresse encore, outre le fait que Balzac soit penché sur l'origine, c'est aussi parce qu'il est un fossile vivant. Il fait partie des rares noms qui ont conservé la double forme qu'ils avaient en ancien français, selon qu'ils étaient sujets, on parlait alors de cas sujet, ou complément, d'objet ou circonstanciel, on parlait alors de cas régime. Effectivement, il y a énormément de noms comme ça qui ont un doublet, donc on a gars et garçon. Voyons ce qu'il cite avant que j'en cite d'autres. Hein. Je, me, moi, tu, te, toi, etc. Gars, garçon, sire, seigneur, copain, compagnon, non, nonin, pute, putain. Il y a également ministre et métier qui dérivent du même mot de base. Et donc du coup, leur dérivé, un ministère, etc. Et là, j'en ai plus en tête, mais si ça me revient, j'en citerai parce que effectivement, Je vois pas non plus. t'as des mots qui viennent de. Et sinon, ça va, effectivement. Honnêtement, j'ai envie de passer sur les emplois fautifs. Emplois fautifs, ouais, allez. Et si on a encore les cuillères, on se fera néologisme et anglicisme un petit peu. Ça me va. Alors, cette situation interroge. On l'avait déjà débunké hier, mais on va juste le refaire en live parce qu'à la limite, les emplois fautifs, j'ai l'impression qu'ils sont pas très longs. Il faut expliquer pourquoi l'Académie française a tort, puisqu'ils ont tort. Ils disent de la merde. Alors, le verbe interroger est un verbe transitif direct. Il convient donc de le construire avec un complément d'objet direct. Donc, c'est-à-dire mettre un objet derrière ce qu'on peut appeler un patient. Donc, si vous avez par exemple le verbe manger qui est transitif, direct, le chat mange la souris, le chat est agent et la souris est patient. Puisque le chat donc est l'agent, il fait l'action du verbe et le patient subit l'action du verbe. Le seul truc, c'est que les verbes peuvent, par exemple, manger, ça peut être je mange quelque chose, et le quelque chose peut être sous-entendu, et donc du coup, dans ce cas, le verbe manger devient intransitif. Mais par exemple, quand Lily tout à l'heure a dit je vais manger, personne s'est demandé qu'est-ce que va manger Lily, puisque c'est tout à fait logique qu'on dise juste je mange ou je vais manger. C'est normal. Boire ou s'instruire, il faut choisir, exactement. Moi, je dirais surtout boire ou choisir, il faut s'instruire. Alors du coup, c'est pourquoi on évitera le tour qui consiste à l'employer sans complément. L'on se gardera également du tic de langage qui fait que l'on remplace le nom de personne qui est normalement sujet de ce verbe par un nom abstrait comme situation, drame, misère, etc. Rappelons que ces remarques s'appliquent également au verbe interpeller. Donc, selon l'Académie française, on ne dit pas cette situation interroge, mais cette situation pousse à s'interroger. Ce qui est long et moche. Alors que cette situation interroge, même si personnellement je le dirais pas, on peut comprendre. Oui, non mais on est d'accord, quand on vous dit cette situation interroge, vous comprenez. Voilà, je pense que tout le monde comprend. Voilà. Une telle misère, et le pire c'est une telle misère nous interroge ou nous interpelle, là on comprend tout à fait, mais pour eux c'est une telle misère nous amène à nous interroger, s'impose à notre attention. Ah mais... Ya. Il va être... Alors, c'est le fameux T euphonique. Hein. Celui-là, on va le faire parce qu'il est intéressant. Nous avons vu que l'inversion de la place du sujet et de celle du verbe était une des caractéristiques qui distinguait la phrase affirmative de la phrase interrogative. Il en est une autre, la phrase affirmative accepte le hiatus ou hiatus, tandis que la phrase interrogative ne l'accepte pas et emploie pour l'éviter la troisième personne du singulier avec un T euphonique. Et pourquoi on l'accepte ou pas? Voilà, à la limite, c'est expliquer la raison étymologique de ça. Remonter à la source, j'ai envie de dire comme dans toute étude, et là on est en train de faire un truc de linguistique, mais ça vaut pour toutes les infos que vous voyez. On vous dit quelque chose, mais même là ce qu'on est en train de dire en live, on vous dit quelque chose, le prenez pas pour acquis. Remontez à la source, cherchez à remonter le plus loin aux sources. Et vous pouvez aller chercher sur Wikipédia, mais sur Wikipédia, allez voir dans les sources qu'il y a sur Wikipédia. Et pareil, depuis tout à l'heure, vous voyez sûrement que on garde les étymologies ou les sens des mots sur le Wiktionnaire. Pareil,
le Wiktionnaire, c'est quelque chose de collaboratif, donc effectivement, il peut y avoir des grosses conneries qui sont dites dedans. Mais il n'y a pas que 40 mecs de droite qui ont tout décidé dedans. Exactement. Et en plus, ils sont plus 40 parce qu'il y en a qui sont morts. Putain, c'est vrai, ils savent pas les remplacer. Leurs constructions sont aussi stupides que c'est chaud, ouais. Eux, tu leur proposes un couteau qui coupe et un couteau joli mais affûté comme un caillou, ils prennent. Absolument. On dit ainsi comment va-t-il et non comment va-il. Effectivement, c'est beaucoup plus facile à prononcer, mais la raison de ce T euphonique, pardon, c'est le plus souvent pour éviter d'avoir deux voyelles qui se collent, parce qu'on n'aime pas on n'aime pas trop comment ça s'appelle, les diphtongues en français. On en a très peu et le plus souvent on les aime pas. Alors que dans les autres langues romanes, mais vous avez deux voyelles qui se suivent, mais... Deux voyelles, t'es gentil. Non, mais quand il y a deux voyelles, quand il y a une voyelle qui finit un mot et une voyelle qui commence le mot suivant, ouais. Mais t'inquiète pas que la voyelle J'allais dire que sinon, deux voyelles, franchement, t'es gentil vis-à-vis des autres langues romanes. J'aimerais dire, tu regardes... Bon, j'ai mes exemples et vous allez me juger, et de toute façon, je suis déjà jugé parce que... Mais tu reprends la chanson de Scar, Be Prepared en espagnol. Ouais. Le dernier vers, c'est Ese trono es mi gran ambición, mais qui à l'oral, c'est Ese trono es... T'as vraiment une liaison entre le O et le E. Ouais, mais parce que les autres langues, ils s'en battent les couilles. Mais faut que le français, il décide, soit il s'en bat les couilles, soit il s'en bat pas les couilles. Mais tu peux pas dire, des fois ça va, des fois ça va pas. On sait pas pourquoi, mais ça va pas. Donc du coup... Et en plus, il va en Angleterre. Et non, il va en Angleterre. Les seules exceptions admises sont les va-t-en-guerre et le pauvre Malbourg de la chanson. La question c'est pourquoi cette exception est admise. D'une, pourquoi l'exception est admise. Et du coup, deuxième question, pourquoi il y a une exception. Parce que si elle est admise par l'Académie, c'est que à une époque, il y a bien dû avoir un moment où on avait un T euphonique pour éviter ces situations-là. Le français a ses exceptions dans la langue, oui. Oui. On dit de même, il va arriver d'un moment à l'autre, et non, il va arriver d'un moment à l'autre. Ajouter un T même par analogie avec l'interrogatif, même si on se trouve plus harmonieux, d'éviter le hiatus, n'en demeure pas moins une faute dont il convient de se garder. Pourquoi ? Parce que ma bite. Exactement. La fameuse interrogative direct sans inversion. Donc, en gros, de faire votre phrase comme à l'affirmative, mais de juste mettre le ton. Donc, vous pensez à qui ? Vous viendrez demain ? L'Académie, elle dit non. L'usage lui dit merde. Et nous aussi, on lui dit merde. Est-ce une gageure de prononcer correctement ? La question ancienne. Ou du coup, ancienne, voilà. Ancienne. Alors, les mots français qui se terminent par les lettres T-I-E-N se partagent de manière égale entre ceux où ce groupe est prononcé sien et où il est prononcé tien. On a d'un côté kantien ou lilliputien et de l'autre chrétien ou proustien. Alors, savoir que j'ai déjà entendu kantien et lilliputien. Moi aussi. Bon, par contre, chrétien, je l'ai pas entendu. Je l'ai déjà entendu, chrétien. Chrétien ? Mais je l'ai pas entendu forcément chez des locuteurs français habitant en France, mais sur des personnes qui parlent français, qui ont toujours parlé français, mais venant pas de France. D'accord. Donc je pense que c'est un truc qui, en vrai, ça fait sens, prononcer chrétien, si on prononce kantien, enfin... Il n'y a aucune raison que ça s'écrive pareil, que ça se prononce pas pareil. Alors, je viens de remarquer le commentaire de Corneille, le lilliputien, mais... je veux pas dire, mais lilliputien, c'est quelque chose de petit qui a Lily dedans. Évidemment, il y a Lily dedans. Évidemment, c'est petit. Alors, il n'en va pas... Donc, la plupart de ces mots sont d'un usage courant, ce qui contribue à bien fixer leur prononciation. Ça, par contre, c'est vrai. L'usage impose par lui-même la prononciation, et donc, c'est très tautologique ce que je vais dire, mais l'usage impose l'usage. Ce qui est un peu le principe d'une langue. L'usage devrait former la norme
et pas la norme imposée d'usage. Nouvelle orthographe, mais tu sais que je pense que le prochain article que je vais rédiger pour mon blog, ça va être sur pas forcément proposer une nouvelle réforme orthographique du français, mais réfléchir à ça, faire un essai là-dessus et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça serait possible, comment ça serait possible ou pourquoi est-ce que ça serait pas possible, comment ça serait pas possible et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Nouveau TN, oui. Lily, si tu nous entends, nouveau TN. Du coup, la phrase ça va, elle est pas correcte. Bah non, tu dois dire vas. Ou Non, il faut vas-tu. dire comment vas-tu. Je pense que c'est ça. C'est Oui, comment voilà, vas-tu, c'est je ça. pense. Je pense Parce qu'il que, est. parce que je suis sûr que ça va, c'est pas bien parce qu'ils font un complément derrière. Non, mais tu vois, en fait, je pense que les académiciens, ils arrivent, ils se serrent la main ou ils se claquent la bise de manière très neurotypique. Ils se disent comment vas-tu? Et bah, ça va, non, ça va. Mais qui dit ça? La plèbe! Alors, il n'en va pas de même d'antienne. Ce nom féminin désigne dans la liturgie chrétienne un verset récité ou chanté en totalité ou en partie avant un psaume ou un cantique. On le répète ensuite en entier. Les antiennes du Magnificat. Par extension, on nomme aussi antienne un chant en l'honneur de la Vierge qui termine l'office de compli. Enfin, on l'emploie pour désigner familièrement les propos constamment répétés par tel ou tel. Voilà pour les sens. Il convient maintenant de rappeler que phonétiquement, le T d'antienne garde toujours sa valeur première et que ce nom ne doit pas être prononcé comme ancienne. Sinon aussi pour conclure que dans gageure, le groupe EUR se prononce UR, et c'est justement pour ça que la réforme orthographique de 90 a mis le tréma non plus sur le E, mais sur le U. Ou alors, non, il n'y avait pas de tréma de base. Ils ont mis un tréma sur le U pour montrer que ça se prononçait bien. Gageure. Et donc, tous ceux qui gueulent contre la réforme de 90, déjà avant de gueuler dessus, renseignez-vous. Et ensuite, dites-vous que si il y a 2-3 ans on en a parlé, c'est parce que ça faisait du grain à moudre pour ne pas parler de sujets de société autres. Je viens de comprendre que c'était une porte ouverte. Que c'était pas une porte ouverte, le drapeau. Je crois que c'est une réponse. C'est marrant ce live tout de même. Il y a un drapeau. Hey, c'est Azou. Oups. Donc. L'out of contexte du transgame, c'est et comprend. Étanchéiser ou étanchéifier pour étancher. La simplicité ferait-elle peur? Elle vous fait peur. Elle vous fait peur en tout cas. Dans le domaine de la langue, on peut se le demander. Dans le domaine de l'académie, on peut se le demander. Tant c'est un usage répandu de remplacer des formes simples par d'autres plus compliquées, plus alambiquées. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, effectivement. L'hôpital, la charité, tout ça. L'œil, la poutre. Alors, nous en avons un bon exemple avec le verbe étancher. Il peut signifier arrêter un écoulement, étancher une source, étancher le sang d'une plaie, aussi faire cesser dans l'expression étancher la soif et enfin rendre étanche. Alors effectivement, étancher, je l'entends surtout dans... maintenant, pour étancher, il est plus utilisé dans étancher une soif. Ouais, j'ai jamais vu ailleurs, je crois. Et effectivement, il a... Étancher une plaie peut-être, un petit peu. Et effectivement, c'est un dérivé de son sens de arrêter un écoulement, puisque tu étanches la soif qui... donc Mais étrangement, dans ce dernier sens, il est concurrencé par les formes tirées d'étanchéité, étanchéisé et étanchéifié. On rappellera donc avec Paul Valéry, donc encore l'argument d'autorité. Est-ce qu'il était académicien? J'en suis sûr. Oh, quasiment sûr que Paul Valéry était académicien. Poète philosophe français. Fauteuil 38 de l'Académie française, voilà. Eh ben voilà. Alors, on rappellera donc avec Paul Valéry qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et l'on bannira. Pourquoi bannir, hein, mais voilà. Les deux formes vues plus haut. Signalons aussi que les verbes étancher et écoper ne sont pas synonymes. Cette embarcation prend l'eau, il faut étancher la toque.
Donc ça, c'est ce que l'Académie, la coque, pardon, et l'Académie ne veut pas dire cette embarcation prend l'eau, il faut étanchéiser la coque. Je vais y arriver, hein. Coq, comme la bite. Écoper sa soif. Bah, à coup de coupe, pourquoi pas? En vrai, ouais. Et étancher une cuve qui fuit, à la place de étanchéifier une cuve qui fuit. Personnellement, étancher une cuve, je pense plutôt à un truc d'alcoolo. Ouais, pas faux. Après, bon, en vrai, ça se discute. Celui-là, il se discute. Ah oui, non, Franchement, pourquoi pas? c'est le but de l'usage de discuter de pourquoi est-ce que toi tu dis ça, pourquoi moi je dis ça, et d'essayer de se comprendre. En fait, le problème, c'est pas le fait qu'ils veuillent dire étancher, c'est qu'ils imposent étancher. C'est ça. Genre, laisser les gens dire ce qu'ils veulent, au pire. Je pense que les gens savent parler leur langue. Oui, la bite. Toujours la bite. Alors, le mot horaire peut être un adjectif ou un nom. Et rappelons qu'il est alors masculin. Très important. Ça, par contre, non, c'est vrai que tu as énormément de mots dont le français devrait posséder un neutre, même pas forcément pour les personnes non binaires ou tout ça, mais rien que pour, en fait, tout ce qui est pas animé. Tous les inanimés devraient aller au neutre. Ouais, genre comme dans toutes les langues, sauf le français. Non, pas comme dans toutes les langues. Non, pas toutes les langues, mais dans beaucoup de langues. Mais même des langues qui ont masculin, féminin, neutre, t'as... En allemand, je suis seul, c'est un masculin. Ouais, en allemand, c'est un peu con, mais... L'anglais, il est plus... L'espagnol fait pareil, oui, et le pire, c'est que du coup, l'espagnol fait exactement la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Donc du coup, t'as par exemple des mots comme beurre que je pourrais pas dire en espagnol, mais que je sais que beurre est féminin en espagnol alors qu'il est masculin en français. Et donc du coup, on a ces soucis de mots qui, le sont par leur terminaison, ont une apparence plus féminine au vu des standards de l'orthographe et du pattern qu'on retrouve sur les mots féminins, comme les mots tentacule, testicule, cerne et horaire, alors que ce sont 4 mots masculins en français. On dit un tentacule, un testicule, un horaire et un cerne. Et un opercule. Et un opercule aussi. Indo-européenne. Pourquoi s'accorder entre langues latines plutôt indo-européenne? Il y a un mot qui est féminin... Ah ben, mort qui est féminin en français et masculin en allemand. Ouais, c'est der Tod et la mort. Et Dishonor et Dermont. Dishonor, c'est le soleil et Dermont, c'est la lune. Un ou une hémisphère? Ah, ça, c'est une très bonne question. Dans l'usage, je pense qu'on dirait un hémisphère. Dans l'usage, on dit carrément les deux. Moi, j'utilise beaucoup plus souvent un hémisphère et j'entends beaucoup plus souvent un hémisphère. Mais, en vrai, ouais. Mais étymologiquement parlant, c'est une demi-sphère, donc c'est une hémisphère. Pour moi, c'est féminin. Chose féminin, en tout cas. Mais ouais. Non masculin sur Google. Comme on dit une sphère, non mais voilà, non, il n'y a pas de faux ou de pas faux. Oui, non, mais par rapport à Google, par rapport à la grande loi de la langue française, tu connais? Exactement. En fait, je pense que Google, il est après autant calé que l'Académie française, hein, au niveau langue. Je trouve ça plus logique au féminin. En fait, c'est ça, la question, c'est tant qu'on a une argumentation logique et qui se base pas juste sur c'est comme ça parce que je l'ai dit et qu'on se base pas que sur de l'argument d'autorité. Moi, le fait qu'on dise l'un ou l'autre, ça me va. Révolution linguistique, grave. Une petite hémisphère. Mes cours sur l'atmosphère et tout, on utilisait un. Ah.
Ah, mais après tout, on dit une atmosphère. J'étais en train de me poser la question justement, mais ouais. Brûlons les dicos et l'académie. Alors brûle surtout les dicos de l'académie. Brûle l'académie en elle-même, c'est des gens de droite. Ça fera de la thune. C'est bien la thune. C'est un peu de l'hypercorrection, non? Enfin, je trouve. Bah, le problème de l'hypercorrection, c'est encore une fois, c'est l'hypercorrection, elle est problématique que quand on connaît un peu les règles de la langue et qu'on veut les appliquer dans un contexte qui ne leur sied pas par pression sociale. Par exemple, le fait d'avoir des liaisons qui n'ont pas lieu d'être au vu de la logique de la langue, mais qui sont là parce que énormément de gens ne font plus les liaisons, donc certaines personnes conservent volontairement la liaison et vont l'hyper-corriger ailleurs. Beaucoup de bourges comme ça. Est-ce que tu peux laisser l'écran avec moi dans le cadre un petit peu? Est-ce que t'as essayé de décaler le cadre pour vraiment être seule? Mais non. Si, elle essaie de me virer. Alors... Je sais que je squatte, mais quand même. Fuseau horaire décalage horaire qui correspond à la durée d'une heure. Le salaire horaire, la vitesse horaire. Dans le second, il désigne le relevé des heures qui marquent le début et la fin d'une activité, l'ouverture et la fermeture d'un service, des heures de départ et d'arrivée d'un train, d'un autobus, etc. Et par métonymie, le tableau livret offrant un tel relevé. L'horaire des cours, les horaires de consultation d'un médecin, les horaires d'ouverture d'un service public. Enfin, il peut aussi désigner la répartition au cours d'une journée des heures de travail et d'occupation, avoir un horaire très chargé. On se gardera bien d'employer ce nom avec le verbe tôt, dont on ferait à tort un adjectif. On ne dira donc pas les horaires sont tôt, puisque ce relevé donne des indications temporelles sans être lui-même soumis au temps. On ne dira pas non plus les cours sont tôt. Pourquoi? Et surtout, on dit quoi à la place? Le formule que l'on remplacera par les cours débutent tôt. Bah oui, mais du coup, en fait, on aurait besoin d'un mot. Ok, si vous voulez pas dire tôt, d'accord, mais c'est quoi le mot qui remplace tôt dans ce contexte? Genre, si on n'a pas envie de dire les cours débutent tôt, genre, ça serait logique d'avoir un putain d'adjectif pour dire tôt. L'Académie française, pourquoi? Et tu vois, je pars sur la droite depuis tout à l'heure parce que tu me laisses pas dans le cadre. Eh ben, je redécale, voilà. Yes. J'existe. Bonjour. Et surtout qu'en plus, les cours débutent tôt. Le problème entre les cours sont tôt et les cours débutent tôt, c'est on est encore sur deux choses qui ne veulent pas dire exactement la même chose, parce que les cours débutent tôt, ok, mais ils peuvent se terminer très tard, alors que les cours sont tôt, ils peuvent débuter et finir tôt. En vrai, moi, c'est pas ce que je comprends. Pour moi, les cours sont tôt, c'est vraiment, ouais, ça commence tôt. Enfin, à chaque fois que j'ai dit, c'est tôt, les cours sont tôt, c'est parce que tu commences à 8h. Tu peux faire une journée 8h-20h, hein. Oui. J'avais ça l'année dernière, c'était horrible. Mais par exemple, si tu dis que tu as un cours de philo qui est tôt, genre qui est de 8h à 9h. Ah oui, ouais, c'est sûr, ouais. Oui, c'est sûr. Parce que là, c'est... Et là, c'est... Enfin, c'est vrai que si tu dis ça débute tôt. Et là, c'est encore pire. C'est encore pire parce que le cours le cours de philo est tôt. Bah, c'est... s'il est de 8h à 9h, bah, voilà. 6 mots. Alors que le cours de philo débute tôt et finit tôt, 9 mots. Yay! L'Académie française! Quinzomadaire pour bimensuel. Ou quinzomadaire peut-être, non? Peut-être quinzomadaire. Je dirais quinzomadaire. Hebdomadaire signifie qu'il se produit une fois par semaine, une réunion hebdomadaire, un magazine hebdomadaire. Celui-ci est dérivé bi-hebdomadaire qui a lieu apparaît 2 fois par semaine. Parallèlement à bi-hebdomadaire, il existe la forme bimensuelle. 2 fois par mois, une assemblée bimensuelle, une revue bimensuelle. C'est cet adjectif que l'on peut désigner ce qui se produit tous les 15 jours et non quinzomadaire, qui semble le croisement étrange de 15 et de dromadaire. Quand bien même ce mot aurait pour lui d'avoir été porté sur les fonds baptismaux de la langue par des rédacteurs d'un célèbre journal satirique paraissant le mercredi. Oh putain, j'en ai déjà marre. Pourquoi se casser le cul sur ça? L'Académie française, pourquoi? Surtout que t'as complètement la mauvaise foi parce que quinzomadaire, le mot valise entre quinzaine ou 15 et hebdomadaire, il est flagrant. Ouais, il est évident.
bimensuel, ça serait tous les 2 mois. Et c'est là, en fait, c'est là le problème du préfixe bi, c'est est-ce que c'est qui se répète tous les 2 mois, enfin qui se Tu parles répète du tous débat les sur les deux. bi et les pans? Non, non. Tous les 2 mois, hein, c'est bien. C'est le problème avec le préfixe bi, c'est est-ce que c'est quelque chose qui se répète à intervalle de 2 unités de temps, donc par exemple bi-hebdomadaire, bimensuel, bimestriel, etc. Donc, ou est-ce que c'est à l'inverse, donc qui là sont utilisés pour bi-hebdomadaire et bimensuel, est-ce que c'est quelque chose qui se répète 2 fois dans l'intervalle de temps? Et c'est le problème d'avoir biblotte, c'est 2 blottes. Ou biblo, pardon. Biblo, c'est 2 blots. Un double blot, c'est un bibelot. Si tu te gardes 2 fois, tu es bigarré. Une sorte de dromadaire, bah du coup il en a 15 des bosses. Est-ce que c'est parce qu'il s'est cogné ou parce qu'il est enceint? Bonne question, hein. Et là je suis en train de poser la question, combien les chameaux ont de mamelles? J'en ai pas la moindre putain d'idée. Et ça n'a aucun rapport. Mais si jamais dans le chat, répondez-nous à combien de chameaux... Combien de chameaux ont les mamelles? Exactement. Combien de chameaux ont les mamelles? S'il vous plaît, la question est très importante. Il y a un moment donné. L'expression un moment donné signifie en un temps déterminé. La linguistique synchronique étudie l'état d'une langue à un moment donné. Dans une langue un peu plus familière, donc la langue qu'elle n'aime pas, rapport choucroute, les mamelles, pour parler du nombre de bosses. Parce que je réfléchissais au nombre de bosses en voulant compter les mamelles comme les bosses. Je crois qu'on les a perdus avec cette blague parce qu'on a beaucoup trop réfléchi de la même manière et qu'en fait ils n'ont pas du tout compris. C'est ça. Bon, au pire, dromadaire, une bosse, mais 3 syllabes, donc la formule serait x-2 pour avoir le nombre de bosses. Du coup, il y en aurait 13. Il y a des maths. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais du chameau qui a 2 syllabes et qui a 2 bosses? Parce que là, ça suit pas, faudrait une quadratique plutôt qu'une linéaire. Elle signifie aussi tout d'un coup soudain. À un moment donné, il s'est mis en colère. Ah bah voilà, j'ai fait un TE euphonique. Il s'est mis en colère et a cassé un vase. L'expression il y a un moment où signifie quant à elle arrive un moment où. Il y a un moment où il faut savoir se reposer. Et je dirais à l'académie, il y a un moment où il faut savoir se taire. Il y a un moment où il faut savoir partir à la retraite, l'académie. On évitera de mêler ces deux expressions pour donner naissance au tour incongru. Il y a un moment donné. On est vraiment sur du jugement de valeur, mais très très peu. Hein. Vraiment, le jugement de valeur, on le voit pas là. C'est juste incongru. C'est pas du jugement de valeur. Du tout, jamais. Pour tous les animaux dont le nom finit par homadaire, il faut appliquer la formule x.2. Pourquoi qui finit par homadaire? Bah apparemment... Est-ce que pour toi lampadaire c'est assez proche pour mettre une formule 4 mamelles pour la chamelle. Très bien. Fort bien, fort bien. 4 pi du coup il y a 12, 56. Vous me saoulez mais je vous adore. Vous pouvez pas arrêter de faire des maths par contre parce que ça fait peur un peu. Juste comme ça. Donc à un moment donné la voiture a fait une embardée et est allée dans le fossé. À un moment donné la voiture a fait une embardée et est allée dans le fossé. Or, ok. Il y a un moment où il faudra rentrer. Il y a un moment donné où il faudra rentrer. Prout. Voilà, c'est tout ce que je dirais à l'académie. Bon, allez. Quel intérêt Allez, on va faire encore un quart d'heure, je pense, sur néologisme et anglicisme. Alors, ceux-là, on les avait fait. Nos bons plans pour un monde plus green. Naguère, les Verts inquiétés parce qu'ils étaient considérés comme de doux utopistes, manquant cruellement de réalisme, ou comme des oiseaux de mauvais augure annonçant des lendemains peu chantants. Ce qui est arrivé à ces personnes semble se produire maintenant pour l'adjectif vert, que d'aucuns paraissent chercher à remplacer à toute force. Ainsi, une grande ville, une capitale même, proposait il y a peu des bons plans pour un monde plus green.
Un proverbe dit que l'herbe est toujours plus verte ou plus grasse dans le champ du voisin. Pourquoi vouloir nous faire croire qu'elle serait encore de meilleure qualité si elle était green? Le monde serait-il moins beau s'il est vert plutôt que green? Il serait bien green. Le meilleur moyen de promouvoir la diversité des espèces ou des langues est-il véritablement de remplacer des mots français par d'autres d'une langue déjà dominante? Cela n'est pas sûr et il n'y aurait rien de choquant à ce que nos élites s'adressent à leurs administrés dans la langue de ces derniers. Ok, boomer. Alors déjà c'est un hockey boomer, mais c'est surtout quand tu vois que... Attends, ils sont même pas boomers d'ailleurs, je pense qu'ils sont trop vieux pour être des boomers. En vrai. Non, ils sont la génération des Ils boomers. sont boomers quand même? Okay. Les boomers, ils sont dans les 60 ans, 70 ans maintenant. Ah ouais, j'avoue. Ouais, si, ça passe. Donc, on est typiquement sur du jugement de valeur pur et dur, sur c'était mieux avant, tout fout le camp, et on veut pas des anglicismes dans notre langue parce que ça l'appauvrit. Mais par contre, il y a 2 siècles, quand il y avait des gallicismes dans toutes les langues d'Europe et la plupart des langues du monde, là c'était enrichir la langue des autres parce que la langue française est la langue la plus riche et la plus à même d'être la langue technique par excellence. Évidemment. Bon, après, je t'avouerai qu'un monde plus green, ça pue un peu la Startup Nation. Je suis pas très fan. Mais certes. À part la Startup Nation, il n'y a aucune raison de dire non, enfin genre, pitcher un projet. Alors le verbe anglais to pitch, d'abord signifier lancer, jeter, ses sens se sont ensuite étendus et aujourd'hui signifie présenter, mettre en valeur, promouvoir. Pour rendre ses idées, on le voit, le français a des verbes et locutions verbales à sa disposition. Le principe des synonymes. Ainsi peut-on s'étonner qu'une école dont on dit qu'elle prépare des élites propose des formations pour apprendre à pitcher un projet ou à pitcher un sujet. Rappelons qu'à pitch, on préférera dans le domaine du cinéma et du spectacle résumé ou argument. J'ai jamais entendu argument dans ce sens-là, mais ok. Moi non plus. Et dans celui des techniques de communication, présentation, argumentaire ou démonstration. Donc exposer, présenter un sujet à la place de pitcher un sujet. Oh, ta gueule la gueule, oui. Au lieu du hockey boomer, ta gueule la gueule. Ta gueule la gueule. Et en plus ça rime presque. C'est trop bien, ça me va. Alors, les premiers lampadaires électriques ont été installés pour la première fois à Paris en 1776, donc 1776 moins 2 égale 1774, boss. Ça me paraît vraiment hyper logique comme manière de raisonner, donc ça me va. J'adopte ça. Oh là, alors attends, qu'est-ce qu'ils ont envers le Black Friday? En octobre 1929 eut lieu à New York la plus importante crise économique du XXe siècle. Tout commença le jeudi 24 octobre, qui sera appelé pour cette raison le Black Thursday, le jeudi noir. L'adjectif noir étant associé ici au malheur, à la désolation. Les événements des 28 et 29 octobre qui suivirent valurent à ceci les noms de Black Monday, lundi noir, et Black Tuesday, mardi noir. Cette crise gagna peu à peu sur l'Europe. 90 ans plus tard, c'est un Black Friday, voire une Black Friday Week, qui s'abat sur notre continent. Promesse de consommation effrénée, épreuve que peut-être aussi de la perspicacité de Marx, qui disait qu'un événement tragique se répète ensuite de manière grotesque, comme c'est le cas avec tous ces jours pleins de noirceur. Alors là, mais on est sur un complet contresens de l'étymologie de Black Friday. Black Friday Week, on en parle du paradoxe. Ah oui, non mais... Déjà, mais c'est... on cite Marx pour faire on est un télo, on a des gros cerveaux. Non mais je pense que c'est pour faire genre, déjà ils sont un télo, et attention, il faut quand même pas trop leur dire qu'ils sont de droite, sinon c'était Marx quand même. C'est ça. Je pense que... Mais alors du coup, pour remettre un peu justement les pendules à l'heure, pourquoi est-ce que alors pourquoi déjà Black Friday, donc le vendredi, parce que c'est le vendredi qui suit le jeudi de Thanksgiving aux États-Unis. Donc le Black Friday, c'est un truc qui de base vient des États-Unis, qui ensuite est importé en France et en Europe. Et pourquoi Black Friday? Parce qu'il y a tellement de rabais et de tout ça, et il y a tellement de gens qui se ruent dans les magasins pour acheter des produits de consommation, que c'est le jour où le plus souvent les commerçants font leur plus gros chiffre d'affaires.
Et en comptabilité, jusqu'à l'arrivée de l'informatique, les déficits et les débits étaient indiqués en rouge et Les bénéfices. les bénéfices, merci, j'avais plus le mot. Ouais. Les bénéfices étaient indiqués en noir. Donc le Black Friday, c'était justement le vendredi noir, c'était le vendredi où on indiquait des bénéfices. Les plus gros bénéfices de l'année. Et là, on est vraiment juste sur une explication complotiste à base de ouh là là, tout fout le camp, Tout fout le camp, et si on on applique, va le monde. si on applique exactement la stratégie des Américains qui sont un peuple dégénéré, nous allons répéter la crise de 1929. Alors, spoiler, hein, la crise de 1929, on est déjà en train de la répéter, c'est la crise des subprimes de 2006. Vous inquiétez pas, hein, c'est déjà la merde. On le sait très bien. Le Health Data Club. Hub. Ah oui, pas Hub. Data Hub. Je sais pas lire. Il y a quelques décennies, les écrans de télévision nous présentaient la vie d'aimables bestioles, appelées shaders. Leur devise était « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» C'est pas votre devise à vous aussi, l'Académie? Il semble qu'une partie de nos dirigeants ait repris la formule en la modifiant légèrement pour qu'elle devienne « Pourquoi utiliser le français, ce qui serait plus simple, quand on peut utiliser l'anglais, qui est en France un peu moins accessible ?» C'est ainsi qu'a été lancé récemment, avec un important tapage médiatique, le Health Data Hub. Il est permis de supposer qu'un centre de données sur la santé pourrait désigner ce projet et aurait peut-être mieux contribué à ce que tout un chacun se sente concerné par celui-ci. Oui, ça va, on a compris, vous parlez pas anglais, quoi. De toute façon, vous êtes contre les anglicismes. On le savait. Ils sont vieux, quoi. Discount. Bon, là, voilà, partir sur réduction ou rabais, ok. Ristourne. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu celui-là. Ouais, je pense... Il entre aussi dans l'expression discount store, qui désigne un magasin de grande surface diffusant une gamme limitée de produits et pratiquant une réduction sur le prix de vente habituel. Et ancien, le français dispose, outre rabais, de termes comme escompte, qui utilise encore ça, remise, réduction, à la limite c'est de là, ok, etc. pour la nommer. Ainsi n'est-il pas nécessaire de leur substituer l'anglicisme discount, quand bien même celui-ci serait un emprunt au français de l'ancien descompte ou d'escompte, qui signifie alors, lit-on la première édition du dictionnaire de l'Académie française, ce qu'on a à prendre et à rabattre sur une somme que l'on paye. Quand le trésorier a avancé de l'argent aux troupes, il en fait le décompte à la fin du mois. Il y a tant de décompte. J'aime beaucoup quand même le truc que Rose a dit, que c'est Carrefour Ristourne. J'aime beaucoup. Ça donne presque envie d'aller faire ses courses à Carrefour Ristourne, tu vois. Il y a Alice qui s'est enfuie pour aller coronaviruser dans son coin. Je vous rassure, c'est une blague, hein. Normalement, on est encore un foyer relativement sain. Je veux un magasin Carrefour Ristourne. Mais ça serait trop bien, un magasin Carrefour Ristourne. Genre, ouais, ça serait bien franco-français. Je pense que l'Académie, on peut pas leur faire plus plaisir que comme ça. Prends le contrôle du live, non, trop tard, je suis revenu. Mais... Reprends ta place plus à droite. Je vais prendre ma place. Ah, et tout mon corps qui s'est pété quand j'ai fait ça. Doucement, fais gaffe à toi. Je suis à gauche maintenant. Interchanger. Il en va des préfixes comme de la coupe des pantalons, des couleurs ou des races de chiens. Certains, sans que l'on sache vraiment pourquoi, sont plus en vogue à certaines périodes. Ok. C'est le cas aujourd'hui pour Inter, qui semble être l'annonciateur de communion entre les individus et la panacée contre toute forme d'incommunicabilité. Je pense qu'ils sont contre Intermarché aussi, du coup. Pour aller dans la gamme Carrefour Discount. Alors, mais parfois les formes ainsi créées ne diffèrent en rien, si ce n'est par un peu d'enflure, que celles qu'elles sont supposées remplacer, et n'ajoutent rien à leur sens. Ah non, elles sont pas supposées les remplacer, elles s'y ajoutent en tant que synonyme. L'usage décidera de si elles remplacent ou non. C'est le cas du néologisme interchangé apparu il y a peu et utilisé en lieu et place d'échanger. Carfoutre.
on se gardera bien d'employer ce verbe un peu pâteau, et donc on conservera le plus élégant échanger. Ils ont échangé quelques phrases sur la situation, ils ont interchangé quelques phrases sur la situation. Bah surtout que pour moi, interchanger, ça n'a pas forcément ce sens-là. Non, ils ont rien compris. Hein. Parce que inter, pour moi, il y a vraiment le sens, il y a le in d'intérieur, et interchanger, tu changes de place, mais tu mets l'un à la place de l'autre et l'autre à la place de l'un. Bah oui, c'est ça. Mais Qui effectivement peut se retrouver dans le sens de échange. Mais ils ont rien compris. Hein. Je vous fonds pas, ce serait étrange. Va te faire fondre. Oh, on s'insulte pas dans mon chat. Soyez gentils entre personnes gentilles, d'accord? Mais du coup, voilà. Retenez que Intermarché, non, c'est et-marché. Addict. Oh là là, à la place de dépendant ou il est addict au café, il ne peut se passer de café. Ah bah oui, bien sûr. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je reviens vers vous. Je reprends notre échange, notre dossier. Nous revenons vers vous, nous reprenons notre conversation. Employons les places de je reprends contact avec vous est incorrect. Pourquoi? Ah non, parce que c'est incorrect. C'est tout. Il s'agit d'un anglicisme, traduction hasardeuse de I'll get back to you, devenu tic de langage qu'il convient d'éviter. On pourra dire, outre les formes vues plus haut, je me tourne à nouveau vers vous, revenons à nos affaires, etc. Il ne faut pas dire revenons à nos moutons. Voilà, non mais je propose, alors, la prochaine fois que vous avez un mail, un échange par mail avec votre administration, à la place de je reviens vers vous, mettez revenons à nos moutons. Et si vous vous faites engueuler, dites c'est l'académie qui me l'a dit. C'est ça. C'est l'académie qui l'a dit. Hashtag académie de moutons. Mais... Bon. En plus, on arrive à la fin de la page, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour... Attends, on va recadrer un peu la caméra. Yes. Pour refaire revenir... on était vraiment mal cadré de ouf, en fait. Mais ouais. Genre, le cadrage, il était dégueulasse. Mais donc, du coup, ouais, on va... Et vous avez vu son t-shirt qui vous insulte ou pas? Parce que son t-shirt, il est super insultant. Genre, c'est faux. Mais donc voilà, donc on va... Alors mon t-shirt... Hop... Ah, attends que je... Ah, c'est pas facile quand c'est pas un miroir. Voilà. Alors je ne vous insulte pas, mais comprendra qui pourra. Être prof de maths et porter ça gaule un peu. Alors sache que c'est un des t-shirts que je voulais mettre pour aller en cours, mais je me suis dit ça fait pas assez pro. Alors du coup, Jeff Bezos va fermer ta chaîne. Oh mon dieu, je vais devoir en réouvrir une autre, ça veut dire. Horrible. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ça insulte ses élèves. Genre, elle a du respect pour ses élèves dans tous les cas. Ah mais mes élèves, c'était des gros cons. Au calme alors. Après, note l'élève, hein, mais... Après, moi, je reconnais qu'en maths, j'étais un gros con, hein, aussi. Genre, enfin, en vrai, ça va, je dormais. C'est pas un truc de gros con. Si, j'ai écrit un poème sur la fonction exponentielle aussi. Très utile. Ah non, mais c'est même pas que c'est des élèves de lycée, c'est des élèves de collège que j'avais. Bon, allez, on va rester encore peut-être 5 minutes à discuter avec vous. À papoter, tout à ça. papoter, c'est ça.
Et puis on va arrêter le live. En vrai, ça va, je dormais mood. Mais t'étais pas en S, toi? Moi, j'étais en L, ok? Encore, j'apprenais le morse pour parler avec des potes sans me faire griller. J'avais inventé une langue avec ma meilleure pote quand on était en terminale. Et du coup, en fait, on passait tous les cours de philo à écrire des mots dans cette langue-là. Genre, c'était pas vraiment une langue, c'est plus un alphabet. Mais on avait changé quelques mots en plus pas qu'on puisse reconnaître. Et du coup, on discutait comme ça. Et le prof, à chaque fois, il captait pas ce qu'on faisait. Et genre, il a fini par me changer de place, mais il comprenait pas pourquoi il me changeait de place. Je gribouillais mes marges. Ah, moi, c'est en philo que je faisais ça. En philo, j'avais commencé à gribouiller une carte dans un coin de la marge et je me suis retrouvé à shipper un poli d'allemand pour le scotcher et continuer la carte sur le poli. Mais non, mais c'était les bons cours où je dessinais dans les marges par contre. Genre les cours que j'écoutais, je dessinais dans la marge. Quand j'écoutais pas, soit je dormais, soit je faisais d'autres trucs. Mais ouais. Et on s'étonne que je suis à Desco actuellement. Eh, j'ai quand même une L1 de lettres modernes et d'allemand. Ce qui fait que je suis potentiellement plus qualifiée en linguistique que les gens de l'Académie française. Le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, je sais. Ça clash. Évidemment que ça clash. Je vis pour le clash. Oui, si tu vis pour le clash, la prochaine fois, je fais un live avec Lily, qui vit aussi pour le clash. Mais ni de faire un live avec Lily. Mais en même temps, imagine genre Lily et moi sur un live en fait. J'ai besoin de Lily et moi sur un live. Azur, vrai, elle est très grave. Mais grave. Bon, allez, on va vous laisser. Ouais, on vous fait plein de bisous et bon confinement et bonne soirée. Surtout, enfin voilà, j'ai besoin de vous deux en live. Eh ben, on reviendra. C'est l'évanouissement de l'académie, des comptes avant le chaos. Et franchement, j'aimerais bien. Franchement, go refaire des lives en fait. Ouais, mais Ça occupe le confinement, c'est bien. c'est ça. Si je peux vous proposer du contenu, enfin même si c'est pas forcément que des trucs où on démonte l'académie, même si ça a l'air de bien vous avoir plu, En vrai, est-ce que c'est l'académie et le fait qu'on la démonte qui leur place ou est-ce que c'est nous qui leur place parce qu'on est c'est des peut-être gens les deux. super. C'est peut-être les deux. Peut-être les deux. Mais du coup, on verra pour faire. On fera d'autres lives, peut-être d'autres sujets, d'autres trucs. Et bah bref, voilà. Ouais. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Enfin, les règles de base, hein, mais ne sortez que en cas d'extrême nécessité. Et rappelez-vous que ACAB, Et rappelez-vous que à cab et lavez-vous les mains. tout à fait. Et bah, je te laisse le mot de la fin avant qu'on coupe. Eh bah, on vous fait des bisous et on vous aime parce que vous êtes des gens bien. Alors ça c'est bien. Je veux un mot. Un mot. Je veux le mot de la fin. Mot. Ok, on terminera donc sur mot. Allez, des bisous. Bisous.